create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour, donc vous êtes toujours à Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal. Alors, c'est le temps du dernier panel de la journée et non le moindre, implanter et développer son entreprise au Canada. J'inviterai sur scène le modérateur Xavier Van Overmeer de Dentons, Alexandre Lagarde de Montréal International, Marie-France Hervieux de Drakkar Digital, Thibault Lecoz de Desjardins, Jean-Michel Brault de BDO Canada. Bon panel! Merci. Bonjour à tous. Mon nom est Xavier Van Overmeer. Je suis associé chez Dentons Canada. On est très heureux d'être grand partenaire de Montréal Connect, particulièrement lorsqu'on sait que Montréal Connect fête ses 10 ans. Alors on est encore plus heureux d'être grand partenaire cette année-ci avec Montréal Connect. Alors juste un petit mot pour remercier bien sûr toute l'équipe du Printemps numérique, l'équipe de Mehdi, Dominique, Raphaël et bien sûr toute l'équipe ici présente qui ont rendu possible cet événement. Alors en quelques mots, vous êtes des équipes, des dirigeants du numérique, l'intelligence artificielle, la protection des données, la cybersécurité, les jeux vidéo, la fintech, les industries créatives, et vous devez décider vite ou songer à plus long terme à atterrir en Amérique du Nord, et plus particulièrement au Québec. Alors aujourd'hui, à nous 5, on va faire simple et concret. Comment réussir son implantation au Canada, et tout particulièrement au Québec, dans un marché ultra digitalisé, où le timing et l'exécution font la différence. Alors en 1 heure, on va connecter les points pour votre Go to Canada, code d'affaires, incitatif, mise en place bancaire, atouts de la métropole et garde-fous juridiques. L'objectif, c'est repartir avec des repères à mettre en place. Alors sachez que nous aborderons les questions que nous allons aborder aujourd'hui, nous allons les aborder de façon plus détaillée ce vendredi de 8h à 11h. Il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes intéressé à en connaître davantage. Alors sans plus tarder, je proposerai de passer au premier intervenant. Alors nous commencerons sur les aspects communication et marketing numérique propres à faire des affaires dans un monde presque complètement digitalisé, question déterminante pour son l'implantation. Et donc on a le plaisir de recevoir Marie-Françoise Hervieux, donc, qui est vice-présidente et chef de la communication chez Drakkar Digital. Drakkar Digital accompagne les entreprises, notamment étrangères, dans leur intégration au marché québécois et canadien, en misant sur une approche stratégique qui combine communication, marketing et numérique. Bienvenue Marie-Françoise. Merci. Alors, peux-tu présenter Drakkar Digital et ton rôle dans l'accompagnement d'une entreprise étrangère qui s'implante? Merci d'être avec nous ce soir. En fait, tu l'as un peu déjà bien résumé, mais on est une entreprise québécoise qui est basée à Montréal avec des bureaux à Paris et on accompagne des organisations dans leur positionnement, leur communication, avec leurs besoins en communication, en marketing, en technologie, dans les 2 marchés. Et en fait, en ce qui a trait, par contre, à l'implantation d'une entreprise ici au Canada, alors la première chose qu'on va faire avec des entreprises, des organisations, c'est vraiment travailler sur leur narratif. Parce qu'en fait, l'objectif principal, c'est de raccourcir le plus possible le cycle de vente. Quand vous arrivez sur un nouveau marché, on veut essayer d'aller chercher les clients le plus rapidement possible.
Et plus le cycle de vente est long, plus c'est compliqué. Donc, on veut essayer de le raccourcir le plus possible. Et qu'est-ce qui permet de le faire, notamment quand on arrive ici? Bien, c'est d'avoir un discours qui est le plus près du public cible, en fait. Si on utilise le même vocabulaire, on a la même philosophie, on parle des mêmes enjeux, on aura beaucoup plus de chances de pouvoir être bien compris de nos clients potentiels et de faire affaire avec eux. Donc, la première étape, souvent, avec la première chose qu'on travaille vraiment, c'est le narratif des entreprises pour qu'on s'assure que le vocabulaire soit vraiment bien compris, qu'on parle de contexte, mais peut-être pas tout à fait en amont, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. On va être beaucoup plus rapidement aborder la question de qu'est-ce qu'on peut vous faire pour vous aider dans votre quotidien. Et on parlera du contexte plus tard, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. Un petit exemple aussi que je donne souvent. En Europe, par exemple, on utilise les drapeaux britanniques ou le drapeau français pour choisir la langue, basculer d'une langue à l'autre sur un site Internet. Mais en Amérique du Nord, ces drapeaux n'ont pas la même connotation de la langue pour nous. Nous parlons français et anglais, mais ces drapeaux n'ont pas cette signification pour nous. Donc, on utilise plutôt le EN ou le FR quand on vient le temps de choisir sa langue. Pour un Nord-Américain qui voit un drapeau comme ça, ben, il va plutôt avoir tendance à penser qu'il va sur le site du pays. Donc, c'est des petites choses qu'il faut savoir parce que si votre site Internet est bâti comme celui-là en ce moment, ben, c'est un petit truc déjà que vous pouvez faire. Et puis déjà, un Canadien, un Québécois va se dire « Ah, OK, lui, il parle il parle la même langue que moi. » Et enfin, la deuxième chose qui est importante, c'est d'adapter tous ces outils. Et ça, c'est des choses, il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà faire même avant d'arriver sur le marché canadien. Donc, justement, adapter votre site Internet. Par la suite, bien évidemment, tous les outils de communication que vous utilisez, vos présentations, des fiches d'information, etc. Donc, assurez-vous que le français soit vraiment le bon, qu'il soit bien adapté pour le marché canadien, le marché québécois. Et l'anglais, on utilise l'orthographe britannique. C'est pas toujours évident pour nous parce qu'on est souvent quand même très exposé à l'orthographe américaine. Donc, il faut quand même souvent regarder dans un dictionnaire pour s'assurer qu'on utilise le bon orthographe. Donc, c'est des points importants à suivre. Donc, l'adaptation des outils. Puis enfin, ben, une fois que tout ça est prêt, vous êtes finalement prêt à commencer à communiquer activement. Mais là, on vous aide en fait à choisir les bons canaux, les bonnes activités pour pouvoir rayonner et puis commencer à rencontrer vos clients potentiels. Alors, juste une petite question subsidiaire par rapport à ce que tu venais de dire. Donc, au Canada, bien sûr, toutes les provinces ne sont pas homogènes. Donc, à partir du moment où on s'adapte pour le Québec, est-ce qu'on peut imaginer que le produit, le logiciel, puisse, le cas échéant, être marketé ailleurs qu'au Québec? Oui, c'est une très bonne question, en fait, parce qu'on a quand même 5 fuseaux horaires. C'est un grand pays. C'est vrai qu'il faut... la communication, elle est quand même très régionalisée. Elle est... le prisme de la communication, en fait, au Canada est fonctionne beaucoup par province. Donc, on a très peu de communications qui se font à l'échelle canadienne. Je dis souvent en blague, mais c'est pas vraiment une blague, c'est que les seuls sujets qui intéressent vraiment tous les Canadiens en même temps, il y en a très peu. Les Jeux olympiques, les élections fédérales. Je vous dirais, à part ça, franchement, peut-être quand une équipe canadienne se rend très loin en série, on le voit en ce moment, là, c'est le cas de l'équipe de baseball de Toronto. On se met tous un peu à suivre cette équipe, même si tout le reste de l'année, on ne la suivait pas du tout, par exemple. Mais donc, c'est important de le savoir. Quand on s'installe dans une province, on va probablement commencer à communiquer dans cette province avant de faire les autres. Pour communiquer dans toutes les provinces, il faut vraiment déjà avoir des histoires à raconter dans ces provinces. Donc, normalement, avoir des produits qui sont prêts à la commercialisation, des premières réalisations qu'on peut mettre de l'avant dans ces provinces. Donc, c'est très difficile. On commence rarement par faire du pan-canadien. Et ça serait aussi très coûteux de le faire aussi pour commencer. Merci Marie-Françoise. Donc après, c'est les codes d'affaires, parce que ce sont des vrais codes d'affaires que tu nous donnes là. Regardons comment capter et sécuriser les incitatifs qui renforcent le business case. Alors Jean-Michel est directeur chez BDO, expert des incitatifs gouvernementaux. Alors BDO accompagne l'optimisation des investissements et la mobilisation d'incitatifs gouvernementaux, enjeux financiers critiques pour le business case d'implantation. Alors, Jean-Michel, en quelques mots, BDO, et puis sur l'accompagnement des entreprises étrangères.
Oui, BDO, c'est un cabinet de services professionnels, des services que toutes les entreprises peuvent utiliser, que ce soit de petites entreprises en démarrage jusqu'à la grande entreprise, des services de tenue de livre, des services comptables, services fiscaux. Et moi, présentement, je fais partie de l'équipe de crédit incitatif. Donc, c'est tous les crédits d'impôt potentiels que vous pouvez réclamer. Nous autres, ce qu'on aime bien, c'est d'être certain que la société réclame tous les crédits qu'ils peuvent, qu'ils rencontrent tous les critères potentiels pour être admissible au crédit. Et c'est un peu ça. Alors, quand on est une entreprise étrangère et qu'on veut s'implanter à Montréal, quels sont véritablement les incitatifs? Alors, tu me diras peut-être, ça dépend un peu des secteurs, mais globalement, les incitatifs au niveau provincial et au niveau fédéral qu'une entreprise étrangère peut aller chercher, en quelques mots. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fédéral, il y a un programme qui comprend pour les compagnies qui sont locales et les compagnies étrangères. Le programme RSEDE, acronyme pour Recherche scientifique et développement expérimental. Dépendamment du statut, on a un différent taux, mais c'est un taux de crédit d'impôt qu'on reçoit pour les dépenses admissibles aux efforts de recherche et développement. Au Québec, on a un équivalent qui est un peu plus lucratif. Et ça n'est pas dépendant du statut de société étrangère ou locale. Donc, on voit que c'est intéressant pour peu importe la société. Quand on est implanté, on peut aller réclamer jusqu'à 20 des dépenses admissibles en salaire la plupart du temps, en sous-traitant évidemment avec un taux un peu plus moins élevé. Donc ça, c'est le premier programme qu'on va dire qui est le plus commun. Se rappeler vraiment recherche et développement. Et si vous effectuez des activités de recherche et développement, probablement que vous avez accès à certains crédits. Le deuxième, ça serait probablement le crédit de titre multimédia, qui lui non plus, lui aussi, il n'est pas dépendant du statut de société étrangère. Lui-même, ça c'est pour les titres multimédia interactifs. On se demande qu'est-ce que ça veut dire un titre multimédia interactif. C'est un jeu vidéo. Il y a plusieurs façons de le décrire et on peut peut-être tracer la ligne qu'est-ce qu'un jeu vidéo, à quel point ça doit être interactif. Il y a beaucoup de critères, c'est un peu plus compliqué, mais en général, si on produit un jeu vidéo au Québec avec des ressources québécoises, on a probablement accès à ce crédit d'impôt. Il y a aussi le crédit pour les affaires électroniques. Pour être assez bref là-dessus, il faut penser à développer une plateforme informatique destinée aux entreprises, donc ce qu'on appelle le B2B. Si on développe une plateforme informatique avec des employés en opérant au Québec, on a probablement accès à ce crédit d'impôt. Sinon, le crédit à l'innovation, en fait, il y en a deux. Le crédit aux dépenses à l'innovation, si on achète des machines de production, qui n'est peut-être pas tout à fait le cas pour n'importe quelle société étrangère qui veut arriver au Québec pour produire, mais ça peut être le cas. Mais les dépenses aussi informatiques, les dépenses d'achat de serveurs, les dépenses d'achat de logiciels de gestion, des logiciels de gestion comme des fameux ERP. Si on achète, on peut avoir quand même accès à un certain rabais, dépendamment du territoire, de la viabilité économique du territoire. Puis finalement, il y a aussi la DICI, qui est une diminution d'impôts en lien avec la propriété intellectuelle liée à la R&D. On peut donc, si on est admissible, on peut diminuer notre taux d'imposition. Donc, si on devient éventuellement profitable, profitable au Québec, on peut commencer à explorer cette avenue. Merci Jean-Michel. Juste un petit point là-dessus. Tu parlais de différents taux. Donc, je présume que tu fais allusion à la notion d'SPCC, donc les sociétés qui sont sous contrôle canadien ou sous contrôle étranger. Exactement. Donc en d'autres termes, une entreprise étrangère peut d'office avoir cet incitatif-là, mais avec un taux réduit. Si dans l'hypothèse où il décide de créer un partenariat avec un résident canadien, il pourra peut-être, si sa participation est minoritaire, bénéficier du taux canadien dans cette hypothèse-là. Il y a effectivement des astuces pour pouvoir avoir accès au gros taux, mais comme je disais, au Québec, c'est le même taux pour peu importe. Ah, donc c'est le même taux, que ce soit SPCC ou non SPCC. Exactement. Là, au fédéral, c'est différent. Au fédéral, c'est différent. Ben, merci beaucoup pour cette précision. Alors, merci d'avoir abordé les leviers financiers. Maintenant, on est sur
une architecture robuste bancaire que l'on connaît bien. Alors merci Desjardins d'être avec nous. Merci Thibault, conseiller développement international chez Desjardins. Alors la structuration bancaire, bien sûr, lors d'une implantation est fondamentale, c'est même une question clé. Alors merci Thibault de nous parler de ça. Donc peut-être un petit mot sur Desjardins, pour ceux qui ne connaissent pas Desjardins. Et puis quelles sont les étapes pour ouvrir un compte, mettre en place une trésorerie, accéder aux solutions de financement, etc. Bonjour à toutes et à tous, merci Xavier. Alors Desjardins, on est en fait, la première coopérative financière en Amérique du Nord, donc c'est-à-dire que c'est une banque qui n'a pas d'actionnariat, qui est une institution financière basée sur les bénéfices qui sont reversés à ses membres. Donc des membres sont les entreprises ou des particuliers qui utilisent nos services ou qui possèdent des produits bancaires chez Desjardins. On appelle ça donc des membres. On fête cette année nos 65 ans, donc ça a été fondé en 1900, dans une année assez charnière. Et on a donc une couverture transatlantique avec un bureau de représentation aussi basé en Europe. Donc une équipe dédiée justement à l'attractivité d'investisseurs étrangers qui souhaitent venir faire affaire au Canada. Et également une banque à charte donc, aux États-Unis pour faciliter les coopérations entre le Canada et les États-Unis dans le cas où des entreprises aussi veulent traverser la frontière pour faire des affaires avec notre voisin du Sud. Au Canada, donc on est une banque, excusez-moi l'anglicisme, c'est un retail banking sur les provinces du Québec et de l'Ontario. Donc on peut accompagner justement des entreprises qui souhaitent venir découvrir le Québec, découvrir l'Ontario et s'y développer. Au niveau de la question de Xavier sur quelles sont les étapes, dès lors que vous rencontrez Xavier chez Denton, c'est que vous obtenez votre NEQ, donc l'équivalent de votre numéro d'entreprise, vous êtes maintenant éligible à ouvrir un compte bancaire donc au sein d'une institution financière. Nous, chez Desjardins, ce qu'on va demander, c'est généralement la preuve d'incorporation au Québec. On va aussi vous demander quels vont être l'organigramme de l'actionnariat. On veut aussi connaître qui vous êtes à l'international, qui vous soutient, comment vous êtes structuré. Et également, quelles vont être vos intentions ici, donc quel va être le modèle d'affaires, surtout si vous allez chercher du financement. Puis je pense qu'on pourra aborder le sujet après. On va vous demander aussi les passeports, on va dire l'identité des actionnaires, donc ceux qui veulent opérer au Canada, qui veulent avoir des actions sur la partie bancaire, sur les comptes, et qui vont être décideurs in fine de ce que la filiale va faire ici. Et ensemble, en fait, on va construire une feuille de route pour vous soutenir sur la première année, sur les 3 années, sur les 5 années. Il parlait justement, mon collègue parlait de crédit d'impôt, c'est aussi quelque chose qu'on va venir supporter, qu'on peut financer. Donc j'aime bien dire qu'on essaye d'être un one-stop shop pour accompagner des entreprises qui viennent s'implanter. On va leur offrir bien sûr du financement, mais aussi tout ce qu'une banque pourrait venir offrir, c'est-à-dire on parle aussi d'assurance collective, mobilité des employés aussi avec l'individu qui se cache à l'entreprise et qui a aussi des besoins quand il arrive ici. Également gestion de la paie et tous les autres services qu'une institution financière peut offrir à son entreprise pour l'aider dans son implantation, dans son développement et sa croissance. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur la notion d'historique de crédit ? Parce oui. que c'est un petit peu quelque chose d'assez nouveau pour une entreprise étrangère qui arrive ici. L'historique de crédit, c'est le joli score qu'on vous attribue sur vos habitudes de paiement. C'est-à-dire qu'en Europe ou ailleurs, c'est un format qui n'existe pas. Ici, quand vous arrivez dans votre portefeuille, vous avez généralement 2 cartes, une carte de débit et une carte de crédit. Et la carte de crédit, donc c'est ce qui vous permet de payer vos dépenses du quotidien en tant que particulier comme en tant qu'entreprise. Et en fait, la banque ou l'institution qui vous octroie cette carte va vous analyser. En fait, on va regarder vos habitudes de consommation, comment vous dépensez, comment vous payez, pas de façon vraiment pervers ou malhonnête, mais vraiment pour vous connaître, voir comment vous remboursez votre carte de crédit, à quoi ça vous sert, et vous obtenez une note qui est fixé donc par 2 entités totalement... C'est surtout le remboursement qu'on surveille. Le remboursement qui s'en vient après. Mais c'est tout à fait, en fait, on a 2 entités qui s'appellent Equifax et TransUnion, qui sont des entités d'évaluation de vos habitudes de paiement. Et justement, donc le crédit, c'est un peu un prêt. On vous avance de l'argent sur votre carte de crédit et on va regarder à quelle fréquence vous la remboursez. Et plus vous êtes quelqu'un qui rembourse de façon assidue et à date, plus votre code va être élevé. Ce qui amène justement, lorsqu'on a des besoins de financement, que ce soit personnel ou pour son entreprise, plus votre note est élevée, plus il vous sera facile d'accéder à du financement, surtout lorsque vous arrivez ici. On n'a pas d'historique, on ne vous connaît pas, donc on va voir comment vous vous adaptez au fonctionnement bancaire nord-américain. Merci Thibault pour ces clés bien utiles. Alors je vous propose de passer sur l'écosystème d'accueil. Alors on a la chance d'avoir Alexandre Lagarde avec nous, qui est vice-président
de Montréal International. Alors, quand je dois décrire Montréal International, je dis tout souvent que vous êtes un peu la tour de contrôle dans un aéroport qui permet de s'assurer que l'avion, que le projet va atterrir à la bonne place, au bon endroit et dans le temps escompté. Est-ce que c'est exact? Xavier, on reconnaît des grands talents de métaphore. Donc oui, en fait, c'est un peu ça. On est des facilitateurs, on est un peu le concierge pour des entreprises qui ont un intérêt à venir s'implanter dans le Grand Montréal. Mais l'objectif, c'est vraiment de contribuer à l'investissement, de contribuer au développement économique du Grand Montréal. Et c'est la raison pour laquelle l'organisation a été créée en 1996. On va bientôt fêter nos 30 ans, donc jeunes adultes. Mais l'idée, c'est d'avoir des équipes motivées, engagées envers le développement économique de leur région, qui offrent justement un service d'accompagnement pour débroussailler les zones d'ombre. Parce qu'il y a quand même des zones d'ombre quand vient le temps justement pour une entreprise de venir s'implanter dans un autre pays. Et c'est pour ça que Montréal International a été créé. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les atouts majeurs, finalement, de la grande région de Montréal, principalement, forcément, pour une entreprise étrangère qui est en phase d'implantation dans la grande région de Montréal? Oui, le Grand Montréal, le principal atout, en fait, de notre région, c'est l'extrême diversité de son tissu économique. Donc, on n'est pas moyen dans tout. On est excellent dans certains secteurs qui sont très bien structurés. On pense à l'intelligence artificielle, on pense à l'aéronautique, les sciences de la vie, la cybersécurité, le gaming également, on en parlait tout à l'heure. Donc, on a quand même des secteurs, des écosystèmes qui sont très matures avec des startups, des centres de recherche, des grands joueurs, des donneurs d'ordre. Donc, on a tout un écosystème par secteur qui est intéressant justement pour des entreprises qui veulent s'implanter, qui veulent justement élargir leur part de marché. Parmi les différents avantages qu'on trouve à Montréal, bien évidemment, il y a l'accès au talent. Montréal est d'abord et avant tout une ville universitaire. On compte à peu près 15 établissements universitaires, 90 collèges pour à peu près un peu plus que 500 000 étudiants postsecondaires. Donc ça, c'est quand même une main-d'œuvre potentielle pour les entreprises avec lesquelles nous, on travaille. Les coûts d'opération qui sont quand même compétitifs avec plusieurs villes avec lesquelles nous sommes en compétition, comme New York, comme Chicago, comme Boston. Donc, on a quand même des prix, on a quand même des coûts salariaux, on a des coûts immobiliers qui sont quand même assez compétitifs pour des entreprises qui veulent s'implanter. Et on a également des incitatifs qu'on a développés depuis les années 90, donc des incitatifs fiscaux, comme mon collègue a évoqué tout à l'heure, dans le secteur du jeu vidéo, dans le secteur des effets visuels, de l'animation, de la R&D. Donc, ça permet justement d'atténuer les coûts et de les porter davantage vers le bas par rapport à d'autres compétitions qu'on pourrait avoir. L'autre aspect également, c'est la qualité de vie. Donc, l'année dernière, nos équipes ont fait à peu près une 50aine de projets d'implantation. Il n'y a pas un projet qui n'est pas accompagné d'un projet d'expatriation. Ça, c'est important de le dire. Donc, souvent, des dirigeants d'entreprise, des gens qui viennent à Montréal, viennent chercher une qualité de vie, viennent chercher un coût de la vie qui est compétitif. Et c'est aussi ça qu'on offre pour des entreprises. Je dirais également la force de l'accompagnement. Donc, il y a Montréal International, mais on a aussi des partenaires, donc des partenaires dans le secteur privé. On a également des partenaires dans le secteur public. On travaille avec les 3 paliers de gouvernement. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'atténuer au maximum les zones d'ombre, les incertitudes pour les entreprises qui veulent en savoir plus sur les conditions d'investissement. Donc, cet aspect-là, il est très important. L'accompagnement, on le prend souvent pour acquis, mais il n'existe pas partout pour les investisseurs étrangers. Juste peut-être un petit mot sur le secteur qui nous occupe ici, digitalisation, numérique. Est-ce que tu peux dire, sur base de l'expérience qui est la tienne, dans ces secteurs-là, sur la grande région de Montréal, est-ce qu'on a véritablement, comme on dit en Europe souvent, un cluster donc, une grappe. Ouais, une grappe industrielle. Merci Marie-François. Merci. Donc peut-être un petit mot là-dessus, Alexandre? Oui, absolument. Donc, c'est sûr que l'histoire de la tech à Montréal, c'est une histoire qui date de très longtemps. On a 2 des plus grosses compagnies télécoms qui sont sur place. On a également 2 des plus grandes écoles d'ingénierie, donc l'ETS et la Polytechnique, qui sont à Montréal. Donc, on a quand même un bassin de main-d'œuvre en tech qui est important. On a plus de 600 000 personnes qui travaillent dans les STEM, donc tout ce qui est technologie, mathématiques, statistiques. L'intelligence artificielle, juste si on isole ce secteur-là, c'est à peu près aux alentours de
40 000 personnes qui travaillent avec des compétences en apprentissage profond, en intelligence artificielle. Donc, on a des bassins qui sont très bien structurés dans le secteur de la tech. Puis, on a également une scène de start-up qui émerge de plus en plus. On voit que depuis les 10, 15, 20 dernières années, on a davantage de founders, de dirigeants d'entreprises, d'entrepreneurs qui créent des entreprises. Puis ça amène beaucoup de capitaux risqueurs aussi, donc des investisseurs qui viennent soutenir nos entreprises. Donc ça contribue également à la maturité du secteur à Montréal. Merci Alexandre. Alors pour envelopper tout ça, bien sûr, il y a toujours une question juridique qui peut se poser dans l'implantation. Ben oui, puis ça tombe bien parce que je pense que tu peux nous en parler, Xavier. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que Dentons propose en fait sur le plan de l'implantation et comment se préparer en fait sur le plan juridique? Oui, avec plaisir. Merci Marie-Françoise. Donc, je change de casquette et je prends la casquette d'associé chez Dentons. Moi, j'accompagne les entreprises étrangères depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc, Dentons, c'est un cabinet international. On est basé un petit peu partout dans le monde, notamment en Afrique du Nord, en Europe et en Amérique du Nord. Ça me réjouit de voir qu'au niveau du secteur de la tech, dans son sens large, ce secteur devient de plus en plus présent, et particulièrement justement sur Montréal, avec de plus en plus de fonds d'investissement qui se créent avec comme objectif justement le secteur de la tech, de plus en plus de transferts technologiques, de plus en plus de partenariats, pas seulement des partenariats en R&D, mais également des partenariats commerciaux qui se développent entre différentes entreprises de la tech. Et donc ça, c'est assez encourageant. Alors sur la question véritablement juridique, alors c'est sûr que Alexandre ne me contredira pas. C'est vrai que quand on parle d'investissement, 60 à 75% de l'investissement se matérialise par la mise en place d'une filiale, donc d'une structure juridique. Alors, à côté, bien sûr, de ces structures juridiques, il y a bien sûr, comme je viens de le citer, des transferts technologiques qui peuvent s'opérer, des partenariats qui peuvent s'opérer. Et ça, c'est important de le souligner, que ce soit des partenariats en recherche et développement, mais également des partenariats commerciaux. Mais si on se réfère à 60 à 75% de ce qui se fait en termes d'investissement, c'est sur la structure corporative qu'on se retrouve. Alors, au Canada, c'est assez simple. On a la possibilité de créer une corporation, comme on dit ici, soit sous une loi québécoise, soit sous la loi fédérale, une loi canadienne. Alors, en règle générale, les sociétés étrangères préfèrent s'incorporer sous une loi québécoise pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'exigence au niveau du conseil d'administration, au niveau de la présence des administrateurs canadiens sur le conseil d'administration, tandis que dans une société fédérale ou dans certaines sociétés provinciales en dehors du Québec, il y a une exigence d'avoir 25% des administrateurs qui sont résidents canadiens. Et donc pour cette raison-là, et par le fait que la différence est devenue excessivement ténue, sauf si vous faites appel public à l'épargne, dans cette hypothèse-là, la société fédérale s'impose à vous. Alors, à côté de cette création d'entreprise, bien sûr, si on a plusieurs actionnaires, on va certainement en fait conseiller une convention d'actionnaires. Et puis, il y a toute une série, bien sûr, toute une série de règlements qui vont s'appliquer, bien sûr, à vous. Alors, c'est pas l'objectif de parler de l'intégralité des réglementations qui pourraient s'appliquer à une corporation au jour d'aujourd'hui canadienne ou québécoise, mais retenez néanmoins qu'on a des lois sur la protection des renseignements personnels, qu'on a bien sûr une loi sur la concurrence, qu'on a une loi sur l'investissement, qu'il faudra bien sûr considérer la charte de la langue française. Et donc ça, ce sont tous des éléments qu'il faudra considérer. Alors bien sûr, au niveau gouvernance des sociétés québécoises, ça fonctionne de façon assez similaire à ce qu'on connaît en Europe, à travers les sociétés anonymes en forme simplifiée, les sociétés anonymes tout court. Donc on a un conseil d'administration, on est dans des structures monistes. On a un conseil d'administration, on a des actionnaires, et puis les actionnaires sont responsables à hauteur de ce qu'ils ont investi. Donc en quelques mots, voilà sur la structure juridique. Merci Marie-Françoise de m'avoir posé la question. Merci Xavier pour les explications. Alors, je vous propose de passer à la dernière ronde pour la dernière série de questions. Alors Marie-Françoise, peut-être comment faciliter cette intégration et réussir son positionnement dans le marché?
Oui. En fait, ce qu'il faut savoir au Canada quand même, c'est que de faire des affaires, rencontrer des gens, c'est très décomplexé. On y va, on est nord-américain, on n'a pas peur de présenter ce qu'on fait, de promouvoir nos services, de promouvoir nos offres. Et donc, il y a déjà une tactique importante qui peut vraiment vous donner un bon coup de main pour commencer à vous faire connaître et à accroître votre notoriété. Ce sont les relations de presse. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer de cibler des médias avec vos histoires pour essayer de générer des articles. Nous, on le voit, ça fonctionne extrêmement bien. Et quand on commence dans un marché, on n'a pas toujours des budgets illimités. Ça peut se faire vraiment à une fraction du prix que, par exemple, un investissement en publicité pourrait représenter et vraiment vous apporter énormément de possibilités. Donc, il y a déjà cette action qu'il ne faut pas sous-estimer. Maintenant, il y a quand même aussi du marketing numérique que vous pourriez faire également. Donc là, je vous invite simplement à vraiment bien travailler votre SEO parce qu'encore une fois, on est au Canada. Il y a des saisons qui sont très marquées, 2 langues, plusieurs provinces. Donc, le SEO est quand même assez complexe au Canada. Donc, faites-vous bien accompagner pour ce volet si vous voulez que ça fonctionne pour vous. Et enfin, il y a aussi des exercices comme celui d'aujourd'hui, donc tout le positionnement dans la communauté, des prises de parole. Il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là aussi au Québec, au Canada, énormément d'événements de ce genre, avec des événements où on se rencontre tous les jours, presque tous les jours de la semaine. Il y a vraiment des occasions où on peut rencontrer des gens de notre industrie ou d'un vertical d'un secteur d'activité qu'on a choisi de cibler. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans ces événements, idéalement un jour de vous faire inviter à prendre la parole et puis aussi également de devenir membre de ces associations, chambres de commerce, associations d'industrie, etc. Donc, c'est vraiment une excellente façon aussi de développer un réseau et puis de commencer à faire de la business finalement. Puis le dernier point, je pense qu'il est important de soulever, mais on est dans un pays, dans un marché, notamment ici, où l'engagement dans la communauté est aussi très valorisé. Donc, ce n'est pas à sous-estimer que ce soit sur le plan de l'entreprise, vous-même comme dirigeant, c'est important pour vous de donner du temps, de trouver des organisations qui auront peut-être besoin de votre expertise. Nous tous, souvent, on est des gens en droit, des gens on est souvent amenés à être engagés comme ça sur des comités comme ceux-là, mais c'est aussi ce qui fait qu'on rencontre des gens. Ça nous sort aussi de notre quotidien, donc c'est très bon aussi pour le cerveau. Et donc, ça permet aussi d'élargir son réseau et en même temps redonner à la communauté. Donc, je dirais, ça c'est en gros là, mais des actions qu'il ne faut pas négliger. Et juste en une phrase, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Rester dans son coin. Mais rester dans son coin. En fait, la pire chose à faire, ce serait de dire que les gens n'ont pas envie d'entendre parler de nous. La prise de parole, par exemple, au Canada, un peu ce qu'on fait, mais quand on parle aussi des déjeuners-conférences, on va voir des dirigeants d'entreprise qui vont prendre la parole pendant une demi-heure. J'ai souvent vu des clients qui venaient de l'étranger et qui me disaient « non, mais ils ne vont pas venir m'écouter pour parler de mon entreprise pendant 30 minutes. » Mais oui, absolument. Ils veulent vraiment que vous leur parliez de ce que vous faites. Et c'est attendu et c'est tout à fait souhaité. Il ne faut pas avoir peur de le faire. Donc, je dirais franchement... si vous ne sortez pas sur le terrain, si vous ne positionnez pas votre marque dans tous les espaces où c'est possible de le faire, que ce soit dans les médias, les réseaux sociaux, etc., ce sera très, très, très difficile de réussir dans ce marché. Merci Marie-Françoise. Jean-Michel, pardon, excuse-moi. Jean-Michel, quels sont, selon toi, les points forts du Canada et du Québec en matière d'incitatif et d'environnement fiscal? Il y a une multitude de programmes à faire au fédéral et surtout au Québec qui couvrent plein de secteurs, qui couvrent plein de situations. Ça vaut la peine de les connaître. Ça vaut la peine de savoir qu'est-ce qui permet d'être admissible. Ça vaut la peine de savoir combien on peut recevoir en crédit. Donc, et ces programmes-là sont sujets à changement. Tantôt, on parlait des crédits d'impôt et le taux qui était différent pour les compagnies étrangères. C'est cette année que ça a changé. Maintenant, il n'y en a pas de différence. Mais l'année passée, il y avait une différence
entre les compagnies étrangères et les compagnies locales. Ça, il faut le savoir. Et donc, c'est important d'être informé là-dessus. Et surtout, il ne faut pas commencer trop tard. C'est pas quand on veut l'argent, c'est avant. C'est en amont de commencer les activités qu'on doit au moins s'informer sur qu'est-ce qu'on peut réclamer, comment on peut positionner notre société pour être certain de réclamer de pouvoir réclamer tous les crédits. Si on peut au moins être admissible à tous les critères, ou du moins le plus rapidement possible. Il ne faut pas attendre. Donc, y penser au moment de son plan d'affaires. Avant. Avant son plan d'affaires. Parfait. Et toi qui as l'habitude justement de recevoir des entreprises étrangères qui font affaire ici au Canada, quels sont, parce que c'est extraordinaire un peu le programme d'incitatifs gouvernementaux à l'échelle provinciale et fédérale lorsqu'on fait une analyse comparative de ce qu'on a ailleurs qu'au Canada. Quelles sont les premières réactions de ces entreprises étrangères qui arrivent quand tu leur expliques en fait tous les incitatifs, un peu comme un menu au restaurant qui sont à leur disposition? La réaction, c'est qu'est-ce que je peux faire pour avoir l'argent? Dites-moi tout ce que je peux faire. Donc oui, c'est sûr qu'on aime bien pouvoir aider les compagnies à pouvoir réclamer, mais qu'est-ce qu'on n'aime pas, c'est quand on réalise que ça fait 3 ans qu'on aurait pu réclamer, puis là, il y a la moitié, on est perdu. Donc, la première question que je demande, c'est ça fait combien de temps? C'est quand ton exercice fiscal, combien il reste de temps pour réclamer? C'est toujours une question de temps. C'est très, très clair. Merci, Jean-Michel. Thibault, petite question. Comment on fait pour avoir une bonne relation avec son banquier là, quand on est en entreprise étrangère? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? C'est une bonne question. Puis je pense qu'il y a plusieurs pratiques. Mais la première que je partagerais, c'est qu'en tout cas, dans notre institution, on est très dans la personnalisation, c'est-à-dire qu'on traite les entreprises vraiment au cas par cas sur les projets. Il y a des réalités qui vont être différentes, il y a des statuts, il y a des secteurs d'activité. Je pense qu'au sein de Desjardins aussi, on a la chance d'avoir des expertises sectorielles, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi un peu comme chez Montréal International, ils ont des conseillers avec des secteurs ou avec des territoires dédiés. Eh bien, on a la même chose, c'est-à-dire qu'une entreprise en tech, puis vous l'avez aujourd'hui, la Caisse des technologies qui est aussi partenaire de l'événement, qui va accompagner les acteurs de la tech, que ce soit particuliers ou entreprises. On va avoir la même chose pour l'aéronautique, pour la culture, pour l'agro, et j'en passe. Donc ce qui fait que l'écosystème est quand même riche. Donc ça, dès le début, on est très ouvert à la discussion. Quand vous arrivez, on ne vous connaît pas. On va vous voir évoluer, on veut vous voir grandir, croître sur le marché aussi. Donc ça va passer par une relation de confiance entre sa banque et l'entreprise. Donc il ne faut pas nous hésiter à nous expliquer quelles peuvent être les réalités aussi du marché, quelles peuvent être les réalités aussi du secteur d'activité et pourquoi et comment vous voulez venir vous implanter ici. Que ce soit aussi pour l'accès au financement, ça peut être aussi, on sait que c'est quelque chose qui est assez difficile quand on arrive aussi, mais avec les bonnes garanties et les bons produits, on peut en octroyer, que ce soit pour vous aider dans les démarrages, les prêts croissance qui vont venir supporter une création de filiale en greenfield, aussi une acquisition, on peut aussi vous supporter sur le rachat d'une entreprise. Donc il y a 1001 façons de travailler avec sa banque, mais l'idée, je pense que le fil conducteur de ma réponse, c'est vraiment être vraiment dans une discussion, dans un échange avec son correspondant, la personne qui s'occupe de vous, pour qu'on puisse vous personnaliser la meilleure feuille de route sur le point de vue financier. Et j'en parlais de tout ce qui va tourner autour. Est-ce que la relation de l'entreprise étrangère avec sa propre banque, est-ce qu'elle est importante? Est-ce que ça vaut la peine de vous transmettre ces informations-là Tout à fait. Pour essayer de solidifier justement cette relation avec Desjardins? Est-ce que vous vous intéressez à l'historique finalement de cette entreprise étrangère avec sa propre banque? Exactement, tout à fait. Xavier, on a une équipe justement de personnes qui sont dédiées à la coopération internationale avec toutes les banques dans le monde pour justement faciliter le jour où une entreprise d'une de ces banques souhaite venir s'implanter au Canada, qu'on puisse avoir des contacts, qu'on puisse avoir des communications avec ces banques, parce que dans le choix du financement que vous souhaitez obtenir auprès de notre institution financière ici, nous, on peut vous demander comme garantie, on peut mettre en place ce qu'on appelle une lettre de garantie auprès de votre banque d'origine dans votre pays d'origine où la filiale mère est basée. Et ça va venir en fait supporter le risque, ça va garantir 80% du financement ici. Donc ce n'est pas des moindres. Et pour cela, on a besoin de savoir avec qui vous coopérez, quelles sont votre banques. Il y a certains pays où on aime bien avoir plusieurs banques d'affaires. Donc quelle va être la banque majeure, quels vont être les types d'investissements que vous allez avoir dans chacune de ces banques. L'idée, c'est qu'on puisse avoir, en toute transparence, on puisse savoir qu'est-ce que vous faites, comment on peut vous aider et avec qui on va parler pour venir justement
partager le risque. Dans une banque, on prend des risques, mais on aime bien les partager avec d'autres personnes aussi. Donc c'est pour ça qu'on se base sur l'institution bancaire dans le pays d'origine qui va venir aussi porter. Mais il y a des acteurs aussi en local. Il y a Investissement Québec qui a ses fonds, aussi des fonds de dette qui peuvent venir supporter. Il y a la BDC aussi. Il y a un tas d'acteurs qui vont pouvoir venir vous aider aussi. Mais on peut vous ouvrir des portes. Donc je pense qu'on parle aussi de personnalisation, mais la meilleure relation qu'on peut avoir avec son banquier, qu'on peut avoir avec son avocat, c'est d'être transparent, c'est d'être dans la communication, parce que c'est des portes d'entrée pour accéder au marché, que ce soit par de la mise en relation. Desjardins Entreprises, c'est plus de 400 000 membres entreprises, donc 400 000 entreprises qui peuvent aussi vous aider à vous développer, à développer vos marchés. Donc c'est beaucoup de coopération. Puis pour finir, j'aime bien dire que, en tout cas au Québec, il y a plus de licenciés dans les événements de réseautage qu'au hockey. Donc ça montre l'importance qu'une relation entre quatre yeux va vous amener aussi. Et donc grâce à votre banque, grâce à tous les acteurs qui sont autour de ce panel aujourd'hui, vous pouvez faciliter votre implantation ici. Merci Thibaut, merci Desjardins. Alexandre, une petite dernière question. Quelles ressources ou formes d'accompagnement Montréal International pourrait proposer aux entreprises qui souhaitent s'implanter? Tu as parlé tantôt et c'est pas un petit défi, l'immigration, et je sais que vous avez des belles ressources à l'interne notamment pour y répondre, mais d'autres ressources également, et donc je t'écoute sur ce point. Écoute, pour toi Xavier qui adore les métaphores lyriques, j'en ai utilisé une qui est liée au hockey. On a des joueurs de premier trio au sein de notre équipe qui adorent faire la passe. Donc, par exemple, quand on a besoin justement d'une entreprise qui veut faire une incorporation, on peut la déléguer à Dentons. Si on a besoin justement de mieux comprendre les incitatifs fiscaux, on a des partenaires comme BDO avec lesquels on travaille. Sinon, ouvrir un compte commercial, on a Desjardins. Puis si c'est du rayonnement, du positionnement, de la communication, on a aussi Drakkar. Donc, on a tout un réseau d'à peu près 200 partenaires privés avec lesquels on travaille et à qui on peut justement travailler dans un seul but, c'est de faciliter justement l'implantation, l'investissement de nos clients. L'autre aspect, évidemment, c'est l'immigration. Donc, on sait que ça peut être un sujet qui est assez complexe. On a des ressources à l'interne qui s'occupent des permis de travail, non seulement pour les expatriés, mais aussi les conjoints et les conjointes, justement, de ces mêmes expatriés. Donc, l'objectif, c'est vraiment de débroussailler les zones d'ombre et de faciliter, justement, leur venue à Montréal. L'autre aspect, on parle des incitatifs. L'idée aussi, c'est d'avoir une bonne première idée de ce qui est disponible. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de gérer les attentes aussi avec nos clients, parce que ça demeure quand même un service d'accompagnement. Et ce qu'on veut, c'est s'assurer que les entreprises, que les dirigeants, leurs attentes soient bien gérées. Et c'est pour ça qu'on a un réseau de partenaires. L'autre aspect, c'est que nos équipes connaissent bien le tissu industriel local. Donc, quand il y a des collaborations à faire, quand il y a des fournisseurs à aller trouver, quand il y a des clients, parfois, on ne fait pas nécessairement de développement des affaires, mais des fois, on a un bon réseau. On peut les mettre en contact avec ce qui pourrait être des partenaires ou des clients éventuels. Donc, dans la salle, il y a 2 membres imminents de notre équipe de prospection d'investissement, donc Anna et Cyril. Donc, si vous avez des questions sur nos services, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Ou sinon, venez me voir. Mais l'objectif, c'est encore une fois vraiment de mettre notre expertise au service des entreprises qui ont besoin justement d'en savoir un peu plus sur les modalités d'implantation. Merci beaucoup Alexandre. J'ai une question pour toi. Tu as une dernière question. C'était pas prévu, hein, mais j'avais une question pour toi. Alors, Xavier, grand avocat, grand partenaire, quels sont les écueils à éviter sur le plan légal? Bon, on sait qu'il y en a, il peut en avoir quand vient le temps justement de s'implanter. Il faut faire une incorporation, on veut créer une structure juridique. Donc, c'est quoi un peu les pièges à éviter justement d'un point de vue légal pour les entreprises étrangères? Moi, j'irais plutôt sur les recommandations véritablement, ouais. Et je pense que ça va un petit peu envelopper tout ce qu'on a dit tous ensemble. C'est bien sûr, premièrement, se préparer correctement à l'implantation. Et se préparer correctement, c'est bien sûr, c'est assez simple à dire, mais c'est plus difficile à faire. Faire un vrai plan d'affaires, un benchmark, avoir une bonne idée forcément de tous les acteurs du secteur, d'avoir une bonne structure de prix aussi si on veut placer son produit, son logiciel. Donc c'est important de se préparer correctement. Enfin, bien sûr, de considérer toutes les différences qu'un nouveau marché
qu'un nouveau marché apporte, c'est-à-dire bien sûr une différence culturelle. On a parlé notamment dans la communication de la différence culturelle, la différence réglementaire bien entendu, donc, et tenir compte, et on en a parlé rapidement, tenir compte de toutes ces lois et ces nouveaux règlements qu'il faut observer. Enfin, ce qui est important aussi, c'est de ne pas d'avoir bien en tête la nécessité de financer correctement son implantation. On sait souvent qu'une implantation ne peut pas être... enfin, en tout cas, on essaye que l'implantation ne soit pas sous-financée. On sait très très bien que ça prend un certain temps avant de placer son produit, son logiciel sur un nouveau marché. On sait bien qu'un break-even ne pourra être atteint qu'à 18, qu'à 24 mois. Donc c'est important de bien, et ça encore une fois, on revient sur ce fameux plan d'affaires. Donc c'est important de financer correctement son implantation. Et puis enfin, tenir compte, alors ça peut paraître un peu banal, là, ce dernier point, mais c'est consacrer le temps nécessaire à l'exécution opérationnelle de la création de sa filiale. Alors souvent, on rentre chez soi et puis on a signé un partenariat, une entente avec un partenaire canadien, québécois, où on a développé une filiale avec un employé, 2 employés, plusieurs employés sur place. Et puis, on va être pris, je dirais, par son quotidien, celui de la maison mère, et un peu moins par la filiale. Et on va un peu se désintéresser à ce que fait la filiale. On va la laisser fonctionner, on va lui donner une certaine autonomie. Et je pense qu'il est vraiment important que la société mère, quand elle développe un projet, qu'elle soit derrière sa filiale, et principalement au moment de son démarrage. Alors, ce n'est pas évident, parce que, comme vous savez, on travaille sur... deux zones de temps différents. Et donc, c'est sûr que si vous êtes du côté du continent européen ou en Afrique du Nord, c'est sûr que vous allez devoir gérer cette différence horaire qui peut paraître parfois assez insupportable. Nous qui, tous ensemble, voyageons beaucoup, on connaît ces difficultés-là. Mais voilà, je pense que c'est très, très important d'être derrière ces opérations. Et c'est souvent, véritablement, la clé du succès d'une opération, d'une implantation, notamment via une filiale ou via un partenariat commercial. Donc voilà, donc merci en tout cas de votre attention. On va pouvoir, félicitations, parce qu'on a absolument respecté le timing qui était le nôtre. Donc on va pouvoir prendre quelques questions. Donc je ne sais pas si il y a des questions dans la salle. On va pouvoir d'ailleurs vous donner un micro si jamais vous aviez des questions pour l'un des intervenants. Est-ce que vous avez une question? Alors simplement, j'en profiterai juste pour vous rappeler que donc nous avons une session qui aura lieu donc vendredi de 8h du matin à 11h du matin au bureau de chez Dentons, donc qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Donc vous êtes bien sûr les bienvenus. Il reste, je pense, une quinzaine de places disponibles. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On va faire, ça va être des tables rondes, en fait, d'une vingtaine de minutes en petit comité avec chaque intervenant. Et donc ça va vous permettre de parler un petit peu aussi de votre projet et d'en apprendre davantage sur l'implantation au Canada, au Québec, dans la grande région de Montréal. Alors, est-ce qu'il y a une question dans la salle? Sans cela, je conclurai. Je vous en prie. Alors, on va vous donner un micro. Merci beaucoup pour ces explications vraiment claires. Je travaille à Parallèle Alberta, en fait. Donc, on est un organisme qui accompagne les entrepreneurs qui sont déjà installés en Alberta. Une question que j'ai envie de vous poser, en fait, c'est quel conseil est-ce que vous donneriez à des entreprises qui songent à peut-être s'implanter dans d'autres provinces aussi? C'est vrai qu'on parle beaucoup du Québec, voilà, beaucoup de francophones, forcément. Mais c'est ça, moi, je suis forcément très curieuse de connaître votre avis par rapport à peut-être le Manitoba, la BC, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, etc. Quel est votre avis par rapport à ces autres provinces francophones, enfin bilingues, anglophones? Alors, ça recoupe un peu de ce que je discutais. Particulièrement au Québec, les incitatifs gouvernementaux sont très généreux. Donner un exemple, en Ontario, je pense que c'est même pas 1/10 des crédits de R&D. Il n'y a pas vraiment de programme équivalent aux autres. Il y en a quelques-uns qui sont plus petits. La Colombie-Britannique est quand même généreuse, mais le Québec est en haut. Donc, c'est assez clair. Et puis je pense que juste pour rajouter un point, donc souvent sur le plan du développement économique, on fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce principe, qu'on fait souvent la distinction entre l'Ouest et l'Est.
Et donc, sur le plan développement économique, on part du principe où il y a une filiale qui est dans l'Ouest et on a une filiale dans l'Est. Donc c'est sûr que les entreprises de l'Alberta sont les bienvenues au Québec et dans la grande région de Montréal avec plaisir, n'est-ce pas Alexandre? Oui, absolument. Oui, mais je pense que aussi ce qui est important, c'est nous, notre expérience avec des implantations d'entreprises, c'est que souvent, c'est un peu des stratégies tâche d'huile, pour revenir à ce que Xavier disait. Donc, il y a une première implantation qui peut se faire à Montréal, puis ensuite, il va y avoir des implantations subséquentes en Ontario ou dans l'Ouest ou dans l'Est. Puis l'objectif, c'est justement d'avoir une plus grande couverture du marché canadien. Maintenant, souvent, les entreprises ont plutôt tendance à attaquer le marché américain. C'est souvent la genèse de l'implantation. Donc, quand elles viennent à Montréal, elles servent de Montréal comme plateforme d'accès auprès du marché de l'ALENA, du marché de l'accord de libre-échange. Et un fait qui est quand même intéressant aussi à noter, c'est que les tarifs moyens, on parle beaucoup de tarifs ces temps-ci, les tarifs moyens qui sont imposés par les États-Unis envers le Canada, c'est à peu près autour de 6 %. Donc oui, il y a des tarifs plus élevés sur certains produits, mais en tout et partout, c'est à peu près 6 %. Parce qu'il y a encore 90 % des biens qui sont couverts par l'accord de libre-échange. Les tarifs moyens entre les provinces, c'est à peu près 12 à 13 %, ce qui est encore plus élevé. Donc on parle beaucoup de libre-échange, mais il faut aussi qu'on parle davantage de libre-échange entre les provinces. Donc à un moment donné, on viendra peut-être à ça, mais il y a déjà une volonté politique d'améliorer justement le commerce entre les provinces, le marché intérieur canadien. Alors, on a un accord de libre-échange au niveau canadien, mais je pense que, comme tu le dis très très bien, je pense qu'il y a une volonté du Premier ministre au jour d'aujourd'hui, effectivement, d'avoir un accord de libre-échange, l'ALEC, encore plus intégré, intégrateur, et donc, en tout cas, on le souhaite. Est-ce qu'il y avait une réflexion, Thibault, Marie-François, sur la question? Ça dépend aussi souvent de ce qu'on vend, de ce qu'on a à offrir, puis où se trouvent les clients potentiels. En fait, il y a aussi ça qui peut jouer en fait souvent dans le choix le choix de la province, en fait, effectivement. Puis après aussi, c'est en fonction de la main-d'œuvre dont on pourrait avoir besoin éventuellement, du type de main-d'œuvre dont on aurait besoin éventuellement, parce que comme Alexandre le disait tout à l'heure, par exemple, si on cherche des gens qui ont des bonnes formations assez poussées, justement, on va vouloir regarder des provinces ou des villes où il y a des bons bassins d'étudiants, de chercheurs, etc. Donc, il y a beaucoup de... Et puis après aussi, si on souhaite aussi se diriger vers l'Asie par la suite, peut-être que l'Ouest canadien va être plus intéressant. Si on souhaite quand même demeurer un peu plus près de l'Europe pour X raisons, à ce moment-là, le Québec, l'Ontario sont plus logiques. Le Nouveau-Brunswick même est assez attractif sur ce plan-là. Donc, franchement, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Et Thibault, je pense que Desjardins a des places d'affaires dans l'Ouest également. Et non, mon cher. Non, en tout cas, pas sur la partie banque commerciale, mais banque d'affaires, oui. Banque d'affaires, oui. Si des entreprises venaient à investir en Alberta, on serait bien sûr intéressé de soutenir nos membres à partir vers l'Ouest, mais pour la partie banque commerciale, banque traditionnelle, on aurait un partenaire bancaire, une union basée dans l'Ouest avec qui on collabore. Donc, vous avez des partenariats forts. On a des partenaires, exactement. Excellent. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a on a encore le temps pour une deuxième question? Est-ce qu'il y a une deuxième question dans la salle? Merci en tout cas. Merci de votre attention. Ça a été un plaisir et merci à vous. Merci d'avoir respecté le timing. Et donc, vous avez tous compris que réussir son implantation, c'est articuler à la fois une communication efficace, des incitatifs, une structure bancaire, une attractivité et une réglementation de façon cohérente et anticipée. Et donc, merci à vous tous. Je vous remercie beaucoup pour ce panel qui nous a fort outillés. Alors, je vous invite à rester pour le cocktail en haut. C'est présenté par UM6P et les intervenants vont être aussi sur place si vous voulez faire des échanges avec eux et réseauter. Merci, bonne soirée, à demain.